Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque Forney, dans le 4e arrondissement de la ville de Paris. Chercheuse au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, Erika Vicky se consacre à l'histoire de la culture olfactive du XVIIIe siècle à nos jours. Elle nous présente les usages particuliers de l'iris, à l'origine de la signature poudrée en parfum. Bonsoir à tous et à toutes. Merci infiniment à vous pour votre accueil, pour l'organisation de cette soirée. C'est toujours un immense plaisir de partager une passion aussi forte et aussi vive que celle du parfum, et de plus en plus de groupes et de plus en plus d'activités se fédèrent autour de cette passion commune que nous partageons en ce qui concerne le parfum, les odeurs, leur rapport aux arts, à la littérature, à la culture en général, au sens artistique et anthropologique du terme. La magnifique exposition, je pense que tout le monde ici a visité auparavant. Vous êtes peut-être venu même directement juste après et odorisé très légèrement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a un parfum de Patricia Nicolai qui est diffusé à l'entrée, mais malheureusement, à cause des masques, tout le monde n'a peut-être pas perçu le parfum. Donc j'ai pensé que pour renforcer un peu l'impression olfactive que suscite cette exposition, parce qu'évidemment ça soulève énormément d'enjeux liés aux odeurs, j'ai pensé à partager avec vous une odeur, un parfum. Et en l'occurrence, alors est-ce que vous l'avez reconnu ? Non ? Il est super connu, c'est Arpège de Lanvin. Et voilà, tout le monde fait « Ah, mais oui, bien sûr !» Et voilà, alors je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce que je l'aime beaucoup, ensuite parce que je l'avais chez moi, ce qui est assez pratique. Je l'ai choisi aussi effectivement parce qu'il est représenté dans l'exposition, parce qu'il concerne la période dont nous allons parler ce soir. Il a été fait en 1927. C'est un parfum qui est extrêmement important dans l'histoire de la parfumerie. On en parlait tout à l'heure. Il y a toute une mythologie associée à ce parfum. On dit que Jeanne Lanvin l'a fait créer à l'époque pour l'anniversaire de sa fille, Blanche de Polignac, grande amatrice de piano, et qu'elle lui a donné ce nom donc en souvenir de la pratique du piano de sa fille et des gammes qu'elle entendait lors de son enfance. Donc c'est un parfum qui est aussi, évidemment, vous l'aurez deviné, un parfum poudré. Alors, je ne sais pas si vous aviez identifié cela, mais c'est un parfum qui est plein de notes poudrées et qu'on identifie, même si c'est peut-être pas le meilleur exemple ou l'exemple le plus flagrant de l'usage de la note poudrée, c'est un parfum qu'on identifie à cette catégorie-là. Donc, il me semblait que c'était un bon exemple pour commencer ceci. Donc, voici le fameux parfum. Donc, c'est évidemment aussi un flacon arpège, un flacon art déco qui est vraiment resté marqué dans l'histoire de la culture visuelle associée au parfum. Vous avez pu voir le magnifique flacon en bas dans l'exposition. Ici, il est photographié par la grande photographe surréaliste Florence Dupont. Et ce flacon-là, si ça vous intéresse de faire la recherche, a fait l'objet, figurez-vous, d'une transformation assez intéressante, qui est une transformation en salle de bain. Joséphine Baker, qui va bientôt entrer au Panthéon, a fait aménager un magnifique château dans la région dont je suis originaire, en Dordogne, au Milandes. Et comme elle adorait ce parfum-là qu'elle portait constamment et qu'elle trouvait le flacon magnifique, elle a demandé à ce que sa salle de bain soit ornée à la manière d'un flacon de arpège. Donc c'est complètement extraordinaire de voir une salle entière décorée comme ce parfum-là. Alors, arpège, ça sent quoi ? Vous l'avez sous le nez. Ça sent la rose, le jasmin, l'ylang-ylang, l'iris, bien sûr, et le néroli, c'est-à-dire la fleur d'oranger. C'est un parfum extrêmement floral. Alors là, je fais la maline, mais évidemment, je n'ai pas identifié tout ça moi-même. Je suis comme vous, j'essaie d'apprendre petit à petit, j'essaie de me familiariser. Cette description que je l'ai lue dans Au Parfum, donc, qui est le site de présentation, de critique et d'explication des parfums dont émane justement la revue Nez, et dans laquelle ce parfum est décrit bien mieux qu'il ne l'était à l'époque. Parce que c'est une chose assez intéressante, si on se penche sur la presse des années 1920-1930, en fait, les descriptions de parfums sont complètement
complètement sibylline. La pratique que l'on est en train de développer aujourd'hui, qui consiste à apprendre à connaître les parfums, à les décrire, on est tous déjà assez familiers de la pyramide olfactive. On sait qu'il y a des notes de tête, des notes de fond, des notes de cœur. Toutes ces questions-là passaient complètement au-dessus de la tête des gens à l'époque. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé, mince, si je me trompe d'ordinateur, que j'ai trouvé assez intéressant. Il est situé donc dans un journal à grand tirage qui s'appelait Le Petit Parisien en 1941, où arpège est ainsi désigné. Donc, arpège très raffiné puisqu'il siège au bout des doigts. Donc, c'est une allusion au piano. Véritable accord de fleurs, de fruits, de feuilles et de fourrures. On est un peu loin de l'ilang-ilang, hein. Mais bon. Cela dit, pour les feuilles et les fourrures, je promets rien. Mais il est fort possible que, enfin d'ailleurs, on sait que le parfum que vous êtes en train de sentir, que j'ai acheté il y a quelques mois, a été bien évidemment reformulé. C'est pas exactement la même composition que dans les années 20. Donc il y a peut-être des choses qui ont changé, il y a sûrement eu des transformations, et peut-être que ces transformations résident au niveau de la feuille et de la fourrure, mais bon, j'en doute. Quoi qu'il en soit, c'est un parfum qui évoque à certains égards la note poudrée dont nous allons parler aujourd'hui. Et là, j'en viens à la véritable raison pour laquelle j'ai choisi ce parfum. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. C'est une anecdote, en fait, qui vient de ma mère. Il y a quelques mois, donc, comme je vous disais, j'ai acheté ce parfum-là et je lui ai fait sentir. Ma mère sans ce parfum. Et ma mère, qui ne se souvient jamais où elle a mis ses clés il y a 5 minutes, me dit immédiatement, ça me rappelle quelque chose. Et elle ne m'a pas donné le nom du parfum, ni une référence quelconque liée à ce parfum en particulier, mais elle m'a dit, ça sent un moment précis dans ma vie, dans sa toute petite enfance, au début des années 50, avec ses sœurs. Elles avaient réussi à se procurer un flacon, un petit poudrier dans lequel il restait un peu de poudre qui avait été abandonnée. Elles avaient joué à se maquiller et ce souvenir-là, donc 70 ans plus tard, était revenu immédiatement à la mémoire de ma mère au moment où elle sentait arpège. Alors c'est un souvenir un peu doux amer parce que s'en était suivi un savon, hein, dans les deux sens du terme. C'était pas du tout une bonne idée de jouer à se maquiller en volant un peu de poudre de cette manière-là, mais quand même, à tant de distance que cela, la mémoire de l'odeur de la poudre lui était revenue de façon extrêmement vivace au moment où elle a senti ce parfum-là. Donc tout de suite après, évidemment, elle m'a dit « Tu vas quand même pas porter ça, ça fait un peu vieillot ». Donc la note poudrée, c'est un exemple que je donne, mais c'est un sentiment assez partagé, perçu comme quelque chose d'un peu ancien, d'un peu vintage, un peu désuet, en fait, d'une certaine manière. Et c'est en train, je l'espère, de revenir à la mode, parce qu'on aura l'occasion de le voir à l'avenir, les modes reviennent toujours. Donc la note poudrée, comme l'appellent les parfumeurs, est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les gens qui, comme moi, s'intéressent à l'histoire des sens. J'ai été particulièrement alléchée par cette proposition parce que parler du parfum en termes de note poudrée, ça implique de convoquer tout d'abord une référence à la musique, la note, mais aussi une référence à une texture. Donc on mêle à la fois une référence musicale et une référence qui relève donc du tactile pour décrire une odeur. On est vraiment face à un phénomène qui relève un peu de la synesthésie. Cette note poudrée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à cet égard. Les parfumeurs, eux, aujourd'hui, me semble-t-il, j'en ai interrogé quelques-uns en préparant cette communication, parlent moins d'une note poudrée que d'une facette poudrée. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que le passage de notes à facettes, dans la description des différents aspects d'un parfum, témoigne aussi d'une évolution de la conception de la création d'un parfum, du domaine de la composition, en fait. Et pendant très longtemps, vous savez que le vocabulaire de la parfumerie a tout commun avec celui de la musique, hein. Les notes, les touches, etc., la composition, l'harmonie, enfin, tout le vocabulaire du parfum est emprunté à la musique. Et la note étant désormais substituée à la facette, me rend compte, me semble-t-il, du fait que désormais les parfumeurs conçoivent le parfum non plus comme une composition qui se déploie dans le temps, mais plutôt comme une composition qui se déploie dans l'espace, en fait, en 3D, qui prend un certain relief, qui prend un certain volume. Et c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant.
Alors, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent ce podcast qui s'appelle La poudre de Lorraine Bastide, qui est absolument passionnant et à l'issue duquel, alors Lorraine Bastide est une animatrice absolument passionnante qui invite toutes sortes de gens dans son podcast à parler de beaucoup de sujets, elle les interroge et à la toute fin de l'émission, au bout d'1 heure d'entretien, elle pose la question suivante à chacune de ses invités: et la poudre, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors évidemment, c'est à ce podcast-là que j'ai pensé autour de cette question de la note poudrée, en me disant, on va se demander finalement, la poudre, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un à l'époque où la plupart de ces poudriers ont émergé, sont arrivés sur le marché, c'est-à-dire pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Au moment où se développe l'industrie de la parfumerie, au moment où ces produits-là se démocratisent, au moment où ils sont de plus en plus partagés, la poudre, ça veut dire quoi pour les gens? Et en fait, si on se penche sur la question du point de vue de l'histoire des sens, du point de vue de l'histoire de la parfumerie, on se rend compte qu'en fait, la poudre, au XIXe siècle, c'était beaucoup plus de choses que pour nous aujourd'hui. C'était quelque chose de beaucoup plus important. Parmi les éléments majeurs, me semble-t-il, les associations majeures dans la culture de la seconde moitié du XIXe siècle entre la poudre et d'autres sensorialités comme le visuel, il me semble que le pastel joue un rôle extrêmement important. La pratique du pastel, qui était extrêmement à la mode à l'époque de Louis XV, est revenue en grâce, alors que c'était vraiment du dernier ringard, au début du XIXe siècle. C'était ce qu'on appelait du rococo, et c'était vraiment pas flatteur à l'époque. La pratique du pastel est revenue dans les années 1870. Et je pense qu'il y a, du point de vue non seulement de la pratique picturale, mais aussi de l'esthétique, des liens à faire avec la pratique du maquillage et avec l'usage de la poudre, des liens qui reposent sur toute une série de phénomènes, notamment les analogies de couleurs, puisqu'on utilisait énormément le pastel, surtout sous Louis XV, pour faire des portraits, c'était son usage principal, des analogies de matière, puisque non seulement la texture était identique, mais en plus les matériaux utilisés étaient souvent les mêmes. On mettait un peu de carmin parfois dans la poudre pour la colorer, puis ce sont des pigments qu'on retrouve aussi dans les pastels. Et enfin des analogies de pratique, puisque le pastel était très très pratiqué par les femmes au XIXe siècle, et pour une raison qui nous renvoie et qui nous ramène à la question de l'olfaction qu'on ne quittera jamais de vue, rassurez-vous, ce soir, qui est que la peinture à l'huile sentait très très fort, notamment à cause de la térébenthine. Beaucoup de peintres étaient obligés, à cause de ça, de renoncer à leur vocation. Il y a des problèmes de migraine, toutes sortes de maladies plus graves. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en particulier, c'était absolument formellement déconseillé aux femmes d'utiliser de la peinture à l'huile. Et donc on leur recommandait de préférer le pastel à la peinture à l'huile, ce qui a eu un effet assez terrible, qui est que le pastel, on le sait, a très très peu de postérité en fait. C'est de la poudre sur du papier ou sur de la toile, donc ça disparaît très très vite, un peu comme le maquillage, alors que la peinture à l'huile, on le voit encore au Louvre aujourd'hui, peut rester des siècles. L'autre lien, il me semble que la poudre tisse avec d'autres pratiques artistiques et d'autres médiums, d'autres façons de communiquer. C'est un lien qui est très très fort avec le théâtre. Les deux couleurs que l'on voit apparaître ici dans cette très belle affiche qui m'a été très généreusement prêtée par le MIP de Grasse, on peut lire, je ne sais pas si vous le voyez, deux teintes qui sont Rachel claire et Rachel foncée. Rachel était une grande actrice de théâtre qui a donné son nom donc à certaines couleurs de poudre et qui a ainsi permis de mettre en évidence ce qui pour nous semble un peu étrange, le lien très très fort qu'il y a entre la pratique du maquillage et celle du théâtre. Pour s'en rendre compte, il faudrait revenir, alors j'ai pas apporté de citation précise, mais c'est vraiment fascinant de lire les mémoires de Sarah Bernhardt. Cette grande tragédienne de la fin du XIXe siècle raconte, au tout début de ses mémoires, qu'elle a eu immédiatement une sorte de sens artiste, une sensibilité d'artiste qui lui a permis d'apprendre à se maquiller seule et
autant dans les représentations qui sont faites d'elle dans sa loge en train de se préparer que dans la description qu'elle fait elle-même de la pratique du maquillage, il y a quelque chose qui relève du début d'une pratique artistique. Avant d'entrer en scène, elle se prépare et déjà, elle fait quelque chose qui s'inscrit dans son art, dans sa pratique du théâtre. Et ça, je trouve ça assez fascinant. De ce monde du théâtre, pour lesquels les produits cosmétiques, de maquillage, etc., ont tout d'abord été développés, la pratique de l'usage du maquillage s'est répandue ensuite à la ville. On le sait, ça fait partie de l'histoire, notamment qui est racontée ici de la poudre, et on sait que l'apparition à la toute fin du XIXe siècle de l'éclairage électrique a évidemment motivé l'usage de toutes sortes de poudres destinées à velouter, disait-on, le visage, mais aussi un peu à cacher les zones qui, par conséquent, brillaient de plus en plus et qui, finalement, plaçaient les gens dans une posture où ils ne pouvaient pas cacher les imperfections de leur peau. Si vous avez vu, je ne sais pas, par exemple, un film comme Barry Lyndon, qui est entièrement filmé grâce à des filtres spéciaux avec des éclairages nocturnes à la bougie, on voit que c'est absolument flatteur. D'ailleurs, les dîners aux chandelles sont très très certainement inventés pour ça. Quand on est éclairé par une bougie, on a bien moins mauvaise mine que quand on est sous l'éclairage électrique. Et donc la poudre permettait d'être un peu moins exposé à ce qui pourrait appeler des critiques. Cet imaginaire donc qui associe théâtre et poudre associe donc des pratiques artistiques, mais associe aussi donc des pratiques de la part des spectateurs et des spectatrices, puisqu'on verra qu'il n'y a pas que les spectatrices qui utilisaient de la poudre. Vous avez certainement déjà remarqué qu'il y avait des poudres pour hommes dans l'exposition. Donc, à titre d'exemple, je voulais mentionner un parfum qui appartenait à une gamme dans laquelle figurait une poudre, qui est Soir de Paris, donc un parfum extrêmement célèbre de Bourgeois, dont la campagne publicitaire met énormément en valeur la présence de personnes dans le contexte de l'opéra qui est, on sait, parmi les spectateurs, un endroit extrêmement marqué olfactivement et extrêmement parfumé. Donc, la poudre, comme je disais, associée à différentes pratiques artistiques, elle est associée aussi à différentes sensorialités. La poudre, ça peut sembler un lieu commun de le dire aujourd'hui, mais ce n'était pas une évidence, on y reviendra. La poudre est quelque chose de très doux. Et tout l'imaginaire de la houppette, qu'on a très bien vu déployer dans l'exposition, illustre cette douceur-là, qui était aussi une façon de signifier à l'époque la qualité de la poudre, sa finesse, sa douceur, etc. Donc là, on a des signes tout à fait charmants. Et ici, on a, alors vous attendiez peut-être pas à ça en venant ici, mais nous avons une leçon de choses qui date de 1905, que j'emprunte à un manuel de l'instruction primaire. Parce que vous savez encore, les plus jeunes, ce que c'est qu'une leçon de choses. C'était... non comment expliquer ça? Il y avait effectivement, finalement, c'était une forme d'interdisciplinarité qui se développait à travers ça. Absolument, des dessins, des objets, des choses. Les instituteurs, institutrices apportaient des objets et les expliquaient, ils les décrivaient. Ici, on a affaire à un journal mensuel dans lequel se trouvent toutes sortes il est destiné aux enseignants, clairement. Il y a toutes sortes de pistes pour appréhender les poudres blanches que l'on trouve à la maison. Alors, il y a la farine, bien évidemment, il y a le talc, il y a la poudre de riz, et on explique aux enfants comment identifier, comment faire la différence entre ces différents types de poudres. Et c'est assez formidable de voir comment, au début du XXe siècle, on apprend aux enfants à utiliser leur sens pour appréhender le monde qui les entoure. Donc je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un paragraphe qui est central, qui commence par « touchons là ». Donc on trouve une poudre blanche, qu'est-ce qu'on fait? On la touche. Et si en frottant ses doigts l'un contre l'autre, il y a un sentiment d'abrasion, c'est très certainement de la farine. Au contraire, si lorsque l'on trempe le doigt dedans, rien n'adhère, c'est probablement du talc. Et il est aussi évoqué l'odeur
de la farine qui ne sent rien, sauf si on est chez le boulanger et qu'elle est présente en grosse quantité, ou alors l'odeur de la poudre de riz qui est très facile à identifier parce qu'elle a une odeur très douce. Donc vous voyez qu'il y a vraiment, dans l'enseignement scolaire, au début des années 1900, toute une description sensorielle de la poudre de riz, de la façon dont ce maquillage peut être appréhendé d'un point de vue tactile. La question donc de l'odeur de la poudre au XIXe siècle est particulièrement malaisé à résoudre aussi, parce que clairement, pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, la poudre était par défaut parfumée, en fait. On le voit très bien dans ce très beau catalogue, d'ailleurs, qui est situé ici, catalogue de Delettré. Lorsqu'il est question de poudre de riz, la dernière phrase mentionne, au passage, leur parfum est suave et persistant. Il n'est jamais question de poudre non parfumée, on ne revendique pas la présence de poudre non parfumée dans ces catalogues-là. La poudre étant parfumée par défaut, elle porte toutes sortes de parfums différents. Et la façon dont aujourd'hui, finalement, on associe la poudre à un parfum particulier pose question par rapport aux pratiques initiales, à celles du XIXe siècle, pour lesquelles la poudre était un support de parfum, de même que l'eau de toilette, etc. Ça faisait partie d'une gamme jusque dans les années 1930, donc ça faisait partie d'une gamme de produits et c'était une façon de parfumer, une façon sèche de parfumer. Pour achever de vous en convaincre, alors on pourrait montrer des centaines d'exemples, mais je pense que l'exposition en rend parfaitement compte. Dans ce catalogue, donc aux Parfumeries Réunies, qui est un grand magasin qui présente les produits de différentes parfumeries, nous avons toutes sortes de poudres et elles sont toutes parfumées différemment. Et souvent, même d'ailleurs, plus souvent parfumées que colorées. Mais l'odeur de la poudre au XIXe siècle, c'était avant tout dans les textes de l'époque. Vraiment, la référence la plus commune, c'était la poudre à canon. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. La poudre à canon et la poudre de beauté, clairement, ne sont pas les mêmes référents, mais je pense qu'au contraire, il y a un lien à faire parce qu'on le faisait à l'époque. C'est-à-dire que la comparaison, en fait, l'opposition rhétorique entre la poudre à canon, réputée masculine, guerrière, militaire, etc., et la poudre de beauté féminine, douce, agréable, parfumée, était une opposition rhétorique, mais extrêmement récurrente dans toutes sortes de concepts, de contextes. Alors, mon collègue Jean-Alexandre Perras vient justement d'achever un article passionnant sur la question de la poudre parfumée au XVIIIe siècle. Figurez-vous que les militaires britanniques et les caricaturistes britanniques se moquaient de la coquetterie des soldats français, n'hésitant pas à dire que bientôt ils vont finir par nous envoyer des boulets de canon avec de la poudre parfumée, avec de la poudre à canon parfumée. Et donc cette question, cette opposition entre la poudre à canon et la poudre parfumée est extrêmement récurrente dans l'histoire. Elle donne lieu à toutes sortes de plaisanteries plus ou moins fines et plus ou moins drôles, comme celle avec la finesse, comme celle que vous pouvez voir à l'écran, qui revêt la finesse dont que l'on pouvait attendre de la part du journal Le Régiment, sur le fait que cet officier se sent tout à fait aguerri par l'odeur de la poudre. Et bien entendu, il y a encore un jeu de mots. Mais c'est vraiment quelque chose de très récurrent, une sorte de lieu commun, un peu humoristique, qui date, dans ce cas-ci, de 1921, si mes souvenirs sont bons, qui a été identifié déjà au XVIIIe siècle, qui est récurrent pendant tout le XIXe siècle et qui a été tellement rabâché que cela ne peut pas ne pas avoir influencé finalement notre conception, la conception partagée à l'époque de la poudre comme quelque chose de doux. En fait, ça a très certainement renforcé cette impression et ces conceptions-là. La poudre au XIXe siècle, donc je vous disais, ça peut être des milliers de choses. Là, c'est dans le catalogue d'Houbigant, il est question d'une poudre à brûler que l'on jetait, comme vous pouvez le voir sur. Alors, je ne sais pas si tout le monde avait une athénienne comme ça chez soi, mais que l'on pouvait utiliser comme brûle-parfum, qui existait de cette manière-là. Ça pouvait être aussi de la poudre de savon, simplement quelque chose qui fonctionnait comme la lessive. Je ne sais pas trop comment on l'utilisait.
Et cela pouvait être aussi de la poudre dentifrice. Alors, si vous avez l'impression d'acheter quelque chose de nouveau en vous procurant la nouvelle poudre dentifrice que l'on trouve dans les magasins, c'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir ici, depuis le manuel La toilette de Flore dans les années à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, la fabrication de poudre dentifrice est extrêmement commune, partagée, toujours avec la même efficacité et toujours, ou la plupart du temps, avec quelques gouttes de menthe. On mettait très très souvent de la menthe pour parfumer le dentifrice, toujours avec la brosse, qui était à l'époque beaucoup plus longue, et au XVIIIe siècle, il y avait une petite fantaisie quand même, qui était la racine. C'est-à-dire, lorsqu'on n'avait pas de brosse à dents, on utilisait un morceau de racine avec lequel on se frottait les dents. Ma foi, pourquoi pas. Le problème de la poudre au XIXe siècle est le problème de à peu près tout ce que j'ai eu à étudier au XIXe siècle, qu'il s'agisse de la photographie, du parfum, de la peinture, des vernis. Le problème majeur qui se pose constamment en ce début d'industrialisation, c'est la fraude et la falsification. Vous avez, d'ailleurs, c'est vraiment passionnant, je suis sûre qu'il y en a ici à Forney, vous avez des tonnes de guides qui sont destinés aux personnes du XIXe siècle qui voudraient identifier des fraudes et se méfier et détecter une escroquerie quelconque. Et là, dans ce cas-là, souvent, l'odorat joue un rôle très très important parce que c'est ce qui permet d'identifier les matériaux auxquels on a affaire. Dans ce cas-ci, je trouve ça assez fascinant. Dans une adresse donc publiée dans La Vie parisienne en 1891, la parfumerie Bourgeois donc raconte que la poudre de Java a fait l'objet de contrefaçons, qu'il y a eu un procès à Munich qui a été gagné, parce qu'il y a évidemment des questions de droit international qui se mettent en place. Les premières questions de droit d'auteur sont apparues dans les années 1870 à un niveau européen. Donc il y a vraiment des enjeux très très forts. Et la parfumerie Bourgeois encourage les femmes, alors les jolies femmes apparemment, les autres tant pis pour elles, mais à se méfier des contrefaçons et à bien vérifier que le timbre apposé justifie vraiment l'appartenance du produit à la gamme vendue, qui a eu un succès énorme. On sait, la poudre de Java, ça a été extrêmement important à l'époque. Les manuels comme celui-ci, alors là on a le nouveau manuel du parfumeur chimiste par Debay, il y en a une bonne cinquantaine parus dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une bonne cinquantaine de manuels destinés à indiquer aux femmes comment elles doivent prendre soin d'elles. Ce qu'elles doivent faire, ce sont des ouvrages qui, en général, oscillent un peu entre le discours médical, les soins personnels. C'est le rapport à l'hygiène, à la médecine, à la santé, à la beauté est un peu ambigu dans ces ouvrages-là, comme il est souvent encore dans la presse féminine aujourd'hui. Et il contient de façon assez systématique des mises en garde contre l'usage de la poudre. Là, on peut lire tout simplement la chose suivante. Voilà, l'auteur explique: il faut dire que les farines vendues sous le nom de poudre de riz ne sont point composées de riz seulement. Le plus souvent, elles sont mélangées de talc, d'amidon et même de carbonate de chaux. L'industrie ne pêche point par un excès de moralité, c'est le gain qu'elle cherche, peu lui importe s'il est illicite. Or, nous conseillons aux dames qui ne peuvent se passer de poudre de riz de les faire analyser avant de s'en servir. Vous imaginez un peu la corvée, c'est vraiment pas évident. D'autres recommandent carrément de fabriquer ses propres produits, mais la perspective de tenter l'expérience ne m'a vraiment pas séduite lorsque j'ai vu dès la première ligne qu'il s'agissait d'abord de piler du riz très très finement avec un pilon à la main. Je pense que ça devait pas être très très facile à faire. D'ailleurs, j'avais été très frappée, parce que je m'intéresse évidemment en tant qu'historienne de l'art par ailleurs à la peinture, j'avais été très frappée de voir dans le Moniteur de la mode une recette, donc diffusée dans les années 1860, destinée à
identifier, à vérifier si la poudre ne contenait pas de blanc de céruse. Or, vous savez que le blanc de céruse est un produit extrêmement toxique et son usage dans les produits hygiéniques et cosmétiques était strictement interdit à l'époque. C'était vraiment quelque chose de dangereux. Et j'ai retrouvé encore cette question du blanc de céruse vendu de façon illégale et illicite à travers le commerce de cosmétiques chez Alphonse le Chevalier qui évoque le théâtre. Justement, donc on revient à la question de l'usage des poudres au théâtre et qui mentionne le fait qu'un comédien de théâtre s'est mis à souffrir de saturnisme carrément et que c'est grâce à l'intervention d'un médecin qu'il a pu détecter finalement la présence de blanc de céruse dans son maquillage. Donc c'était quand même quelque chose d'assez sérieux. Les innovations vont bon train à cette époque-là. Et si la poudre de riz contenait toutes sortes de choses qui n'étaient pas annoncées, évidemment, parce qu'en matière de cosmétique, l'étiquetage n'était pas aussi rigoureux que dans le domaine médical et pharmaceutique, si tout ce qui était donc, dans la boîte n'était pas annoncé, parfois certaines innovations étaient vantées, comme ici l'ajout de bismuth. Donc ici, il s'agit du moniteur de la mode, mais on retrouve exactement la même annonce quelques mois, toujours quelques semaines après, en juin 1869, dans le journal La Sylphide, qui vend donc la fameuse veloutine, qui est une poudre qui contient du bismuth, un agent qui me semble assez toxique, si mes souvenirs sont bons, mais dont le producteur de cette poudre vante les mérites. Et je trouvais ça assez amusant de présenter ici la veloutine, parce que dans l'exposition, les boîtes de veloutine sont présentées tout près d'autres boîtes d'un autre fabricant qui, lui, proclame que ces produits sont sans bismuth. Donc je pense qu'on s'est rendu compte assez vite du danger qui était associé à ces produits-là. Parmi les innovations aussi très nombreuses que l'on découvre, alors il y aurait des centaines d'exemples, mais beaucoup d'entre elles sont dotées de ce sigle-là, qui me semble important de mentionner au sujet de la fabrication de la poudre, c'est SGDG. Voilà. Donc, si vous fréquentez également l'Institut national pour la propriété industrielle, vous savez donc que jusque dans les années 1960, je crois, assez tard en fait, beaucoup plus tard que ce à quoi on pouvait s'attendre, on pouvait déposer un brevet sans que la pertinence du brevet soit vérifiée. Donc en gros, vous pouviez breveter, mais absolument n'importe quoi. Et on trouve énormément donc, de produits à l'époque qui précisent par ces initiales le fait que en fait, le brevet n'est pas du tout garanti, donc on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Parmi, encore une fois, alors je vais en revenir à la question de l'olfaction, vous verrez que c'est tout à fait lié, mais parmi les questions liées au commerce de la poudre et à la confiance que l'on pouvait en avoir en ce qui concerne le contenu de ces flacons-là, une question se pose aussi, c'est celle de la pertinence des commentaires qui sont faits là-dessus. Et là, en l'occurrence, on trouve de nombreux traités comme celui-ci qui se présentent comme des traités médicaux, donc rédigés par des médecins, qui en fait font de la réclame. C'est-à-dire qu'ils font l'apologie des produits qu'ils commercialisent ici, comme le docteur Sylvius, qui remet en cause un peu nos conceptions genrées des pratiques en recommandant la vente d'une poudre pour hommes de sa propre fabrication, et il recommande sa propre entreprise, dont on comprend en fait que cette entreprise est l'éditeur du traité en question, qui est commercialisé comme un ouvrage de confiance. Pour en revenir à la question du contenu de la poudre, voici des explications assez intéressantes de la part de Septimius Pies. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un parfumeur franco-britannique qui a publié à la fois en anglais et en français, qui a produit énormément de parfums, qui est quelqu'un de très intéressant, qui, comme vous le voyez, a tellement de succès qu'en 1905, c'est-à-dire plus de 20 ans après sa mort, on publie encore des rééditions de ces livres ou des recompositions un petit peu, on ressort des livres augmentés sous sa signature, donc sous son nom, et on lui prête la paternité de ces ouvrages-là. En ce qui concerne la poudre de riz,
Il remarque, évidemment, comme les autres, que souvent il s'agit d'amidon, de talc, d'albâtre, de carbonate de chaux qui aromatise un peu de violette, que le riz est souvent qu'un élément accessoire, donc il n'y a finalement pas de poudre de riz, pas de riz dans la poudre de riz, et que finalement, s'il n'y a pas de substitution vraiment dangereuse, c'est peut-être pas plus mal comme ça, tout simplement parce que la poudre de riz ne tient pas sur le visage. Il y a un véritable problème d'adhérence avec la poudre de riz, à laquelle d'ailleurs on doit, me semble-t-il, la formule poudreriser. Se faire poudreriser, c'est recevoir beaucoup de poudre de riz sur soi de la part de la personne qui est assise à côté de nous, à l'opéra par exemple. Et on reçoit plein de poudre parce que celle-ci ne tient pas. Donc les ajouts que l'on a notés sont liés le plus souvent à ces questions d'adhérence, mais aussi au problème du parfum. Et la présence ou l'omniprésence de talc dans la poudre est aussi un moyen de parfumer la poudre, tout simplement parce que, contrairement à la poudre de riz, le talc est une substance poreuse qui permet donc d'absorber les odeurs et donc de produire ensuite un mélange odorant de façon plus facile. Alors là, je vous renvoie à l'article publié dans le catalogue par Jean-Claude Le Joliffe qui m'a lui-même fait remarquer ceci par rapport à la présence de talc et à l'usage d'éléments parfumés. Parce que parfumer la poudre, c'est pas quelque chose de techniquement très très facile en fait. Les parfums sont souvent présentés sous forme liquide, sous forme de graisse, et si vous avez déjà essayé de faire des crêpes, vous savez que ça vous expose à des grumeaux. Donc, il y avait toutes sortes de techniques pour parfumer la poudre sans faire de catastrophe. Vous avez pu voir peut-être dans la toute première salle de l'exposition un petit ouvrage dans lequel étaient décrites des machines donc pour sécher la poudre, pour la tamiser, etc. Ça s'inscrivait souvent dans une démarche de parfumage. Donc dans la toilette de Flore, qui est ici datée de 1784, mais je crois que la première édition date de 1771, si je ne dis pas d'ânerie, donc déjà au XVIIIe siècle, étaient présentées des techniques pour parfumer la poudre. Et le meilleur moyen, apparemment, c'était de mettre des fleurs dans la poudre, de tamiser et de recommencer, etc., jusqu'à ce que la poudre ait pris le parfum des fleurs. Vous imaginez le travail, et le problème qui se pose, c'est évidemment le fait qu'il fallait avoir des fleurs à ce moment-là. En cette saison, on aurait eu du mal à avoir de la poudre parfumée. Et donc, il y a toutes sortes de techniques qui sont développées et qui font, encore une fois, comme les divers ajouts en matière de parfumerie, qui font encore une fois l'objet de brevets, de tentatives, d'essais, de descriptions plus ou moins claires. Ici, dans le journal de la Sylphide, alors la Sylphide, c'est vraiment les rois de la réclame. C'est-à-dire que c'est un magazine féminin qui pratiquait quelque chose qui ne se ferait absolument pas aujourd'hui et qui consistait à commercialiser ses lignes de contenu rédactionnel. C'est-à-dire que quand un parfumeur comme Oryza, par exemple, ou comme ça a été le cas de Guerlain, parce que Guerlain a énormément financé la Sylphide et a finalement assuré la longévité de ce journal féminin, qui est un de ceux qui a duré le plus longtemps au XIXe siècle. Donc quand un parfumeur achetait un espace publicitaire, il achetait aussi du contenu rédactionnel et donc il avait droit à quelques lignes d'éloge dans tel ou tel article à tel ou tel sujet. Et en l'occurrence, au sujet d'Oryza, on peut lire que celui-ci, donc en plus de produire des poudres d'une qualité exceptionnelle, avait eu l'ingéniosité de développer des procédés secrets permettant de rendre l'odeur des fleurs dans la saison de leur floraison. C'est-à-dire c'est un peu un idéal, mais vous remarquerez que pour notre plus grand désespoir, l'article n'explique pas de quel procédé il s'agit, bien évidemment. Autre exemple du même type, dans La vie parisienne, donc en 1887, Madame de V, à qui il est arrivé une chose terrible, en fait, qui est devenue moche du jour au lendemain, suite à à l'usage d'une poudre de très mauvaise qualité, se voit finalement réconfortée et sauvée par une amie qui lui recommande Monsieur Pinault et sa poudre de riz à l'héliotrope blanc. Et celui-ci
est vanté et présenté comme l'inventeur de la poudre de riz à l'héliotrope blanc. Or, l'héliotropine est un composé chimique inventé, si je ne me trompe pas, en 1869, qui a un parfum d'orange amère, d'amande amère, qui vous est très familier si vous connaissez la colle Cléopatra. Vous voyez, voilà, à peu près. C'est un composé chimique très bon marché qui était extrêmement pratique pour la confiserie, pour les gâteaux, mais aussi pour la parfumerie, et qui a été commercialisé avec beaucoup de succès par une entreprise qui s'appelle Piver, notamment. Il y avait plusieurs compagnies, mais plusieurs entreprises qui commercialisaient cela, et notamment Piver commercialisait l'héliotrope blanc. Et l'héliotrope blanc était tellement important à l'époque et tellement démocratisé et répandu qu'on le retrouve jusque dans les romans. Et Eugénie Briot remarquait récemment que l'héliotrope blanc, c'est non seulement le parfum de Louise dans le roman de Zola, La joie de vivre. C'est la joie de vivre. Dans Le bonheur des dames, c'est de la fleur d'oranger. Dans Nana, c'est de la violette. Mais vous voyez, on reste quand même un peu dans les mêmes parfums. Mais c'est aussi l'héliotrope blanc, c'est aussi un des parfums que porte Chéri, le personnage de Edmond de Goncourt. Donc vous voyez, l'héliotrope blanc était tellement populaire qu'on le retrouve régulièrement dans des romans à l'époque. Et donc, cette idée qu'aurait eu Monsieur Pinault, donc cette technique qui lui aurait permis de parfumer la poudre à l'héliotrope blanc, avait évidemment, dans ce contexte-là, une importance considérable. Mais voilà, il est déjà 8 heures. Bon, mais alors, j'en viens enfin à l'odeur la plus importante à l'époque, que je connais bien puisque j'habite à Florence, c'est celle-là. Alors, je n'ai pas le droit de vous en distribuer, mais je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. L'odeur la plus importante en matière de poudre, c'était évidemment la poudre d'iris. C'était la poudre d'iris, traditionnellement aussi, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de mélanger de la poudre avec de la poudre. Évidemment. Donc on faisait de la poudre d'iris et on la mélangeait avec la poudre de riz et ça permettait de faire une poudre extrêmement efficace. On voit qu'elle n'est pas très très blanche. J'aimerais bien vous en distribuer, mais malheureusement à cause des microbes, là c'est vraiment trop compliqué. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très très doux et ça sent bon, croyez-moi. C'est quelque chose qui n'est pas complètement blanc en raison des procédés de fabrication. On aura l'occasion d'y revenir. Donc la lecture de l'intermédiaire des chercheurs et curieux, je ne sais pas si vous connaissez ce journal-là du 19e siècle qui fait partie d'une série extrêmement grande d'ouvrages de vulgarisation en fait, parce qu'à l'époque on voulait enseigner des choses aux gens et tout le monde avait envie d'apprendre et donc il y avait beaucoup de journaux comme ça qui vous permettaient d'apprendre des choses. Et celui-ci, alors que j'affectionne particulièrement et que j'utilise souvent, l'intermédiaire des chercheurs et des curieux, fonctionne par question-réponse. Et une des questions qui est posée dans ce journal-là, donc en 1869, c'est quelle est la différence entre la poudre de riz et la poudre d'iris. Et en fait, la façon dont la question est posée et la nature de la réponse, que je ne veux pas vous lire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous voulez, je peux vous envoyer évidemment la référence, la façon dont les auteurs répondent laisse penser qu'en fait, il y a une ambiguïté très forte au XIXe siècle entre la poudre de riz et la poudre d'iris. Alors évidemment, elle est certainement fondée sur des aspects sonores. Il y a des points communs sonores très forts entre les deux, mais l'usage récurrent d'iris dans la poudre, alors parmi les soins de beauté, mais aussi dans la poudre, apparemment a ménagé une certaine ambiguïté. Et donc, les auteurs de ce journal-là expliquent que la différence, c'est tout simplement que la poudre de riz est un phare, enfin une forme de phare qu'on applique sur la peau, tandis que la poudre d'iris est ce qui parfume cette poudre-là. À propos, alors là vraiment c'est encore une digression littéraire, je suis souvent tentée d'en faire, mais là vraiment je pouvais pas résister à l'envie de mentionner George Sand, qui, au sujet de la poudre d'iris, raconte une anecdote absolument délicieuse qui nous donne un peu la mesure de la façon dont cette poudre d'iris était présente dans les intérieurs. Alors là, il s'agit de ses souvenirs. George Sand, en 1855, parle de sa grand-mère et de son enfance. Donc, c'est vraiment plutôt la première moitié du 19e siècle. Et elle raconte qu'il y avait chez elle un âne absolument adorable, très vieux,
que personne ne songeait à contrarier en aucune façon, qui n'était pas spécialement têtu, mais qui avait rendu tellement de service qu'on ne l'embêtait pas, que celui-ci avait le droit d'entrer où il voulait, qu'il se permettait parfois d'entrer dans la maison. Et elle raconte que sa grand-mère le trouva un jour installé dans son cabinet de toilette, le nez sur une boîte de poudre d'iris, qu'il respirait d'un air sérieux et recueilli. Donc vous voyez, c'était tellement populaire qu'apparemment, même les ânes affectionnaient la poudre d'iris à cette époque-là. Alors, la poudre d'iris, alors si vous vous imaginez tout de suite en train de butiner vos petites pattes pleines de poudre d'iris, c'est pas du tout ça. La poudre d'iris, c'est pas du tout le velouté. Ce qui donne le velouté au visage, c'est pas du tout le velouté de la fleur. En fait, ce que l'on utilise dans la poudre d'iris, ce sont les rhizomes, dont de façon très cruelle, par comparaison, ce traité de botanique nous apprend que c'est à peu près aussi moche qu'un topinambour. Donc on est un peu loin des magnifiques iris qui ornent les pots de poudre. En l'occurrence, cet iris-là, celui qu'on exploite à partir du milieu du 19e siècle, est plutôt l'iris pallida. Celui que vous avez vu là, c'est, je crois, un iris germanica, qui est celui qu'on trouve dans les jardins le plus souvent. Et alors j'ai tenté, j'en ai déterré un pour obtenir des rhizomes, mais ça a vraiment rien donné. C'est une technique extrêmement complexe qui nécessite donc l'usage d'un type d'iris particulier, soit l'iris florentin, soit l'iris pallida, qui est ainsi qualifié en raison de la pâleur de ses pétales, et ce dernier ayant un rendement plus efficace que l'iris de Florence, il a peu à peu remplacé la culture de l'iris florentin, y compris en Toscane et dans la région de Florence. Cela dit, au passage, si vous cherchez une destination pour vos prochaines vacances, il y a à Florence un festival de l'iris chaque année, à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, qui est assez extraordinaire. Alors, le traitement de la racine d'iris pour l'utiliser en parfumerie est extrêmement ancien, il est extrêmement complexe, il demande une grande expertise. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une jeune doctorante qui s'appelle Tassani Allo est en train de rédiger une thèse sur les usages des racines à la Renaissance et en particulier de la racine d'iris en parfumerie. Donc, lorsqu'elle aura terminé sa thèse dans 2-3 ans, on va vraiment tout savoir sur le sujet. En attendant, si vous avez... Zut, je ne l'ai pas là. Il est dans mon sac. Dans mon sac, il y a le petit carnet matière rédigé par l'équipe de nez sur l'iris que j'ai. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Que j'ai pas le droit de vous faire circuler à cause des microbes, encore une fois, mais dont je recommande vivement la lecture parce qu'il est extrêmement instructif sur la culture de l'iris, sur son histoire, sur les œuvres d'art qui l'ont utilisé. Sinon, si vous voulez parfaire votre culture générale en matière d'iris, ou si vous avez envie d'en savoir plus, rien n'est mieux, à mon avis, que le bagage scientifique de la jeune fille. Un ouvrage de vulgarisation que je recommande toujours, qui en est en 1910 à sa 3e édition, donc ça date vraiment des années 1890, et dans lequel vous apprendrez à peu près tout sur les parfums. Et je trouve ça intéressant de savoir que je ne sais pas si pour tout le monde, l'usage de la racine d'iris pour la parfumerie est quelque chose de familier, mais en tout cas, ça faisait partie de la culture générale des gens à la fin du 19e siècle. Tout le monde savait ça. Ça faisait partie des choses qu'on apprenait aux enfants à l'école. Donc c'était quelque chose d'assez fondamental aussi parce que c'était lié tout simplement à la vie quotidienne. Si le bagage scientifique de la jeune fille ne vous intéresse pas, il y a aussi la promenade scientifique au pays des frivolités de Henri Coupin, qui a aussi beaucoup d'intérêt et qui développe à peu près ces mêmes questions, qui les explique et qui les présente à un public de jeunes gens essentiellement et de curieux qui veulent mieux connaître l'univers des parfums. La particularité olfactive de l'iris, c'est clairement son parfum de violette. Alors je ne sais pas si ça vous a frappé, si en sentant ça vous vous en rendrez compte. Pour moi, je trouve pas que ça sente formidablement la violette, mais c'est vraiment un lieu commun. Et dès les premières descriptions olfactives de racines d'iris, Simon Barbe, donc qui a écrit cet ouvrage extrêmement
extrêmement important pour l'histoire de la parfumerie, à la fin du XVIIe siècle, décrit immédiatement la poudre d'iris comme sentant naturellement la violette. Et c'est vraiment une conception qui demeure. La poudre d'iris est constamment associée à la violette. Et c'est bien parce que la violette, on adorait ça au XIXe siècle, et on adorait ça d'autant plus qu'il y avait eu un exode rural absolument énorme. Les gens se retrouvaient dans des grandes villes, ils venaient souvent de la campagne, et ils n'avaient pas la possibilité de sentir la violette et le muguet. Et je pense que l'imaginaire du printemps au XIXe siècle, dans les villes, c'est vraiment quelque chose d'important. On commercialisait énormément de violettes, énormément de petits bouquets de muguet, mais dans une période très courte. Et ce sont des plantes qui, comme vous le savez, ne peuvent pas être gardées dans un vase ou pas très très longtemps. C'était vraiment extrêmement éphémère. Le plaisir de l'odeur du muguet et de la violette, c'était quelque chose d'extrêmement précieux, je pense, au XIXe siècle. En témoignent énormément de documents, comme des chansons populaires, qui rappellent constamment le plaisir de sentir ces odeurs-là. Or, et c'est très cruel, la violette et le muguet sont des fleurs qu'on ne peut pas vraiment utiliser en parfumerie. Le rendement n'est pas assez important. On ne peut pas les utiliser vraiment en parfumerie à échelle industrielle pour produire des poudres parfumées. Donc je pense que l'odeur de violette de la poudre d'iris avait une signification d'autant plus importante à cet égard. On retrouve l'iris un peu partout dans la culture visuelle aussi de l'époque, notamment en couverture de partitions destinées au piano. Le piano était souvent, surtout lorsqu'il s'agit comme ça de fantaisie, était souvent un art d'agrément pratiqué par les jeunes filles à la fin du XIXe siècle. Donc vous voyez quand même toute une logique de genre derrière cela. L'iris était aussi un motif privilégié dans le domaine de l'art nouveau, qui permettait aux artistes, à la fois aux japonistes, de faire des références à des pratiques, aux pratiques d'Extrême-Orient, et aussi aux tenants de l'art nouveau de mettre en œuvre des formes comme ça un peu nouvelles, extrêmement complexes, très organiques, végétales, etc. Comme l'a fait Mucha ici pour l'Expo universelle, pour le stand d'Oubigan à l'exposition universelle. Donc comme je disais, l'odeur de violette était extrêmement à la mode pour des raisons très différentes, je crois, que celles qui ont placé l'iris au centre de la culture olfactive des cosmétiques de l'époque. La violette était un parfum très frais, très délicat, qu'on a eu le plaisir de pouvoir enfin capter et maîtriser d'une certaine manière à la fin du XIXe siècle grâce à une découverte de l'ordre de la chimie. Il y en a eu beaucoup pendant la seconde moitié du XIXe siècle qui a permis de synthétiser l'ionone, qui, je pense, chimiquement ressemble un peu aux irones, qui sont les molécules présentes à odeur de violette présentes dans l'iris. Il faudrait vérifier ça auprès de chimistes. Mais en tout cas, la synthèse de l'ionone, excusez-moi, a permis de créer énormément de gammes de parfums à la violette, mais aussi énormément de bonbons à la violette, et à peu près tout ce que vous pouviez imaginer à la violette, qui a énormément réjoui la population et qui a eu un succès absolument fou, dont témoigne aussi la production de poudre. Et là, je pense évidemment à Vera Violeta. Alors, je ne sais pas si vous avez eu, comme moi, la chance de fréquenter ce parfum-là à l'Osmothèque. C'est très intéressant, l'odeur de Vera Violeta, mais je dis intéressant parce que je ne peux pas dire agréable. L'odeur chimique de la violette telle qu'elle était produite au XIXe siècle, pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu difficile. Enfin, moi, en tout cas, je ne vois pas vraiment le lien avec la violette. Je pense qu'aujourd'hui, on maîtrise certainement mieux, ou c'est peut-être ma propre sensibilité, hein, mais c'est vrai que c'est un parfum qui oui, c'est ça, qui, 150 ans après, est difficile à aborder, ce qui est rarement le cas, parce qu'il y a beaucoup de parfums anciens que l'on pourrait sentir avec plaisir. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller bientôt à l'Osmothèque respirer ce parfum-là, je vous le recommande très vivement.
Et enfin, voilà, pour illustrer la mode de la violette, je suis allée chercher jusque dans les détails pour montrer que ces petits bouquets de violettes donc, étaient présents non seulement dans les rues, mais c'était aussi tellement recherché qu'on pouvait les voir figurer jusque sur les rubans des vêtements. Donc voilà un peu jusqu'où je souhaitais aller pour ce petit parcours olfactif au sein de l'histoire au XIXe siècle de la poudre. Et je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre attention. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.